Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans GM. Donc cette semaine, je suis de nouveau dans ma forêt, la forêt de Fausse Repose. Je vais vous parler aujourd'hui de la décentralisation et en particulier la décentralisation concernant les crypto-monnaies, les blockchains, etc. Mais je vais aborder le sujet d'une manière un peu originale grâce à deux articles très sympathiques que j'ai trouvés qui vont assez loin, que je vous mettrai en description ou dans les commentaires du post LinkedIn. Alors, pourquoi ? Parce que la décentralisation et la centralisation, à définir, c'est un petit peu compliqué dans le sens où, en fait, on n'est jamais... Enfin, c'est très rare d'être totalement décentralisé ou d'être totalement centralisé, et vous allez le voir avec les explications et les exemples que je vais vous donner. Donc, je pense qu'il faudrait voir ça sous forme d'une ligne, avec d'un côté la décentralisation, de l'autre côté la centralisation, et en fait placer un curseur et le faire pencher plus ou moins vers un côté ou l'autre. Alors, on va commencer par parler de la décentralisation concernant les blockchains, et pour ça, on va distinguer trois types de décentralisation. D'abord, on va parler de la décentralisation architecturale d'un réseau ou d'un système organisationnel. Par exemple, la place de l'Étoile à Paris est centralisée. Il y a l'Arc de Triomphe au milieu, et puis ensuite, il y a toutes les rues qui partent de là. Une entreprise est en général plutôt centralisée en termes d'architecture, puisqu'il y a le chef, ensuite ses deux sous-chefs, et de chacun de ces sous-chefs partent encore des sous-sous-chefs, ce genre de choses. Donc, c'est un système centralisé, mais il y a des entreprises qui font l'effort de décentraliser en partie leur organisation. Et c'est pour ça que je vous parlais de l'idée d'un curseur, parce que on ne peut pas dire toutes les entreprises sont centralisées. Moi, je trouve ça un peu gênant. Ensuite, il y a la décentralisation logique. Donc la décentralisation logique, c'est est-ce que on peut, si on coupe en deux un système, est-ce qu'il va fonctionner de chaque côté de façon indépendante ? Et là-dessus, je vais vous donner un exemple, c'est Bitcoin. Bitcoin n'est pas décentralisé de façon logique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au final, il n'y a qu'un seul logiciel qui fonctionne et on s'accorde sur l'état d'un registre. On ne peut pas couper en deux le registre et dire on repart avec toute la première partie. Enfin, si, mais c'est plus Bitcoin, quoi. Donc ça fonctionne pas. Et après, on prend que la deuxième partie. Voilà, il n'y a qu'un seul état du registre sur lequel tout le monde s'accorde. Et donc, en fait, il y a une centralisation logique. Et tout le monde est d'accord avec ça. Mais il y a des exemples de projets informatiques qui ont une décentralisation logique. Et là-dessus, je vous invite à aller regarder les articles dont je vous ai parlé auparavant, qui seront en description et qui vous donneront plus d'informations là-dessus. Ensuite, il y a la décentralisation politique. Et là, c'est qui décide, qui a accès en fait aux ordinateurs pour pouvoir modifier ou non ce qui se passe dessus. Et là, par exemple, dans une entreprise, on a une centralisation politique puisque c'est le comité, le CA, comment on appelle ça ? Le conseil d'administration qui va prendre les décisions et qui ensuite vont se répartir, se mettre en place, être exécutés dans tout l'ensemble de l'entreprise. Bien qu'il y ait aussi des organisations et des entreprises qui soient plus décentralisées. Donc pareil, pensez bien au curseur. Et là-dessus, eh bien, Bitcoin est décentralisé politiquement, mais pas à 100%. Et toutes les blockchains ne sont pas décentralisées politiquement, puisque parfois il y a une entreprise derrière, Consensus, Solana Labs, qui peut avoir un poids un peu supérieur à celle de l'ensemble des personnes qui travaillent sur ces projets. Et donc il y a une décentralisation partielle du pouvoir politique. On peut aussi parler, par exemple, dans les États, de ce qui se passe en Espagne. En Espagne, on a un pouvoir centralisé à Madrid, mais il y a des régions qui ont chacune un pouvoir centralisé elles aussi et qui ont le droit de prendre des décisions qui sont libres sur des décisions politiques par rapport à Madrid. Donc voilà, ça c'est pour vous dire que tout n'est pas noir ou blanc. Évidemment, l'idéal c'est d'aller vers un maximum de décentralisation. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, la décentralisation, ça permet une résistance
aux attaques, une résistance à la collusion, mais aussi tout simplement une meilleure tolérance des pannes techniques. Par exemple, si j'ai 2-3 ordinateurs qui tombent en panne et qui font tourner Bitcoin, c'est pas grave, il y en a plein d'autres. Voilà, donc ça, là-dessus, ça fonctionne bien. Pour ce qui est des attaques et de la collusion, c'est pareil, puisqu'il y a plus c'est décentralisé, moins ça pose un problème qu'il y a un acteur qui soit malveillant. En revanche, je vais nuancer ces deux propos. Pourquoi ? Parce que la tolérance aux pannes, elle fonctionne sur Bitcoin tant qu'il n'y a pas un seul hardware qui a le monopole sur le fonctionnement du minage Bitcoin. Par exemple, s'il y avait un seul acteur qui serait capable de créer tout le matériel, voilà, et que ce soit que lui qui soit utilisé par tous les mineurs, on aurait une centralisation matérielle qui irait en contradiction avec la décentralisation souhaitée de Bitcoin. Et concernant les attaques et le risque de collusion, il faut savoir que les humains qui sont derrière tous ces systèmes informatiques sont corruptibles. Et donc, on a une décentralisation politique de Bitcoin tant que on n'a pas trop de personnes qui font fonctionner Bitcoin, qui se retrouvent dans des salons pour discuter et qui pourraient faire des trusts. Donc là-dessus, il faut quand même bien comprendre que, en fait, en voulant créer des événements, se retrouver, on prend aussi le risque de centraliser une partie des réflexions autour de Bitcoin et donc des décisions derrière. Et c'est pareil pour toutes les blockchains, hein, je ne parle pas spécialement de Bitcoin. Et donc, en fait, il faut que cette réflexion commune, elle soit bénéfique et donc elle aille vers plusieurs choses. Premièrement, le fait de conserver une libre concurrence absolument sur les crypto-monnaies. Et donc, par exemple, les adorateurs de Bitcoin acceptent l'idée qu'il y ait d'autres blockchains, puisque en fait, c'est aussi une façon de sécuriser en général l'idée d'une blockchain et d'une monnaie internationale qui ne serait pas contrôlée par les États, parce que certaines peuvent être des blockchains de secours. Et donc aussi une décentralisation et un partage de connaissances sur le matériel à utiliser, sur les compétences techniques qu'il faut avoir pour participer et prendre part à tous ces projets. Parce que vous imaginez bien que s'il n'y a que 100 développeurs dans le monde qui peuvent agir sur Bitcoin, on n'est pas si décentralisé que ça. Ils peuvent très bien se retrouver et s'accorder, même si ça me paraît un petit peu compliqué. Et donc voilà, ça c'est hyper important. Et aussi une décentralisation géographique, que des projets, par exemple j'ai vu certains projets qui avaient 90% de leurs validateurs qui étaient entre un pays européen et les États-Unis. Si ces deux pays interdisent le proof of work, ou je sais pas quelle partie détenir des bitcoins, ou je sais pas quel élément concernant une blockchain, on n'a plus le logiciel. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu... c'est quand même plutôt pas mal parti, parce que imaginez-vous un jeu vidéo, d'accord, que tout le monde adore, sur lequel les joueurs auraient un droit, leur mot à dire. C'est un système que le jeu a mis en place. Ils ont leur mot à dire sur le fonctionnement du jeu. Ils vont sur un forum. Ce forum est géré, modéré par des personnes qui font partie de l'entreprise qui a créé le jeu. Et cette entreprise commence à finalement modérer un peu trop certains commentaires qui sont négatifs selon eux, et donc ils commencent à instaurer des règles et des lois. Et bien en fait, les utilisateurs de ce forum vont tout simplement partir sur un autre forum, et donc au final, cette centralisation politique n'est pas si grave, tant qu'en fait il reste d'autres endroits où on peut se retrouver, parler et agir. Mais vous voyez bien qu'il y a quand même des petits points de faiblesse. Donc voilà, c'était pour vous parler de la décentralisation, vous expliquer que c'est un sujet en fait qui ne concerne pas du tout que les blockchains, qui concerne aussi notre pouvoir de vote, notre citoyenneté, que la corruption de personnes clés pour des prises de décision dans n'importe quel système organisationnel, dans une institution, dans un réseau informatique, elle a son importance. Et donc,
plus on donne des possibilités aux gens de s'intégrer et de prendre part à tous ces systèmes, plus on a de chances qu'ils soient résilients. Et donc je pense que l'intérêt primaire de la décentralisation, de la recherche de plus de décentralisation, c'est la résilience. Et voilà, je vais vous quitter sur ces mots-là et je vous souhaite une très très bonne semaine. J'espère que ça vous a apporté des informations, des réponses à vos questions et je reste disponible en commentaire bien sûr pour échanger sur tous ces sujets. Bonne journée, ciao!